Caroline Dawson, Marie Ekel, merci tellement d'avoir accepté mon invitation. En fait, depuis que j'ai lu ton roman, Caroline, Là où je me terre, ce moment où tu décris la première fois que tu as vu Marie Ekel à la télé, je me suis dit, il faut que ces deux personnes-là se rencontrent. Et là, j'ai appris par la suite que cette rencontre-là a eu lieu. Donc, je suis curieuse d'abord de savoir, que vous me racontiez, en fait, comment vous en êtes venus à vous rencontrer toutes les deux. Qui va oser commencer? Ben, moi, je n'étais pas au courant du tout. Et c'est la blonde de mon neveu qui m'a envoyé juste une photo de cette page-là dans le livre. Il m'a dit, es-tu au courant de ça? Je lis ça, j'éclate en sanglots. C'était trop, là. Tu sais, Dieu sait que j'en ai reçu des témoignages, mais celui-là, c'était hors tout. Et là, je lui ai réécrit, puis j'ai dit, écoute, moi, je veux rencontrer cette personne-là, ça n'a pas de bon sens. Cette Caroline-là, il faut qu'on se parle. Alors, là, elle connaissait quelqu'un qui te connaissait, et Et là, finalement, elle m'a donné le numéro de téléphone. Et donc, tu as appelé Caroline. Et j'ai appelé Caroline. Comment c'était le 31 décembre. C'était la veille du jour de l'an. Et j'ai pas répondu au téléphone parce que j'ai 2 enfants, donc j'ai jamais le temps de répondre au téléphone. Et après, je vais voir dans mon répondeur et j'entends la voix de Passepartout. J'entends Marie Ekel et je me mets à trembler puis je dis à mon chum, c'est Marie Ekel. Et puis, il est suédois, donc il dit, il s'en fout. Là, j'y explique, il dit « Oh mon Dieu, dans ton livre! » Je dis « Oui. » J'en revenais pas. Et je me suis dit, mais c'est l'année qui finit comme ça, avec un message. Et il y a une part de moi qui était vraiment contente de ne pas avoir eu le temps de répondre parce que je me suis dit, je vais avoir pour toujours cet enregistrement-là de Marie Ekel qui me dit « Bonjour Caroline! » comme si on était copines. Et donc, après ça, je l'ai rappelé, on s'est rappelé, puis on a fini par se voir une couple de fois. On s'est parlé, mais comme on était en pleine pandémie, puis bon, Caroline enseigne et tout, alors ça a pris du temps avant qu'on se voit. Puis finalement, c'est au mois de juin, je crois, qu'on s'est rencontrés. On s'est donné rendez-vous au marché Jean Talon, puis on est allé prendre un petit café, puis on est devenus copines. C'est ça, oui. Oui, bien, on dirait que ça s'est fait tout seul, naturellement. Hein? Oui. C'est comme les coups de foudre d'amour. Il y a des coups de foudre d'amitié. T'as raison. Et moi, au bout d'un certain moment, on dirait que je me pinçais, je me disais, mais mon Dieu, voir que je pose ces questions-là à Marie, qui étaient des questions très intimes, et Marie qui répondait avec candeur et gentillesse, pleine de générosité. Et je me suis dit, mais c'est ça, un coup de foudre d'amitié, t'as envie de tout savoir de la personne. Et on s'est parlé, je sais pas combien de temps. Même chose pour toi, là, tu sais, tu m'as raconté plein de choses de ta vie. Comme ça, la première fois. Alors, oui, c'est un coup de foudre d'amitié, effectivement. Si on revient à la jeunesse, ça a eu quelle importance? Lorsque tu es arrivée, tu avais 7 ans, tu émigres du Chili, tu tombes sur Passepartout. Ça a été quoi l'importance de cette émission-là dans ton parcours? De l'émission ou de ce moment-là? Les deux, en fait. Je te dirais, le moment d'abord, c'est qu'il y avait... Il y avait eu que de l'incertain avant. Dans l'avion, je paniquais parce que le Père Noël, il pourrait pas rentrer dans l'avion. Donc, qu'est-ce qu'on allait faire? Ensuite, on arrive aux douanes, puis il y avait une pluie verglaçante, donc on est arrivé à Toronto plutôt qu'à Montréal. Finalement, on arrive à Montréal. Les douaniers, c'est pas des gens particulièrement bienveillants, disons. Là. Ils peuvent pas sourire, ils peuvent pas... Donc, il y avait plein d'insécurité, de peur. Puis là, on arrive à l'hôtel, on est escorté là-bas. Tu as une boule dans le ventre. Et tu es une petite fille de 7 ans, tu ouvres la télé et la première image que tu vois au bout d'un certain moment, c'est Marie Ekel qui te parle, qui perce l'écran, qui perce le 4e mur en te regardant dans les yeux. Je comprenais rien, mais j'ai senti toute l'empathie, toute la gentillesse, tout l'amour qu'il y avait dans ses yeux. Donc, c'est vraiment comme si quelqu'un avait enlevé la boule que j'avais dans le ventre, l'avait déposée à terre. Ça n'a pas disparu à jamais, mais en disant... Ici aussi, il y a des gens vraiment fins qui peuvent te prendre dans leurs bras. Donc, ça a été ça, ce moment-là. Par la suite, Passepartout, pour moi, ça a été beaucoup d'apprentissage. Je le dis également dans le livre, là, j'étais vieille, là, j'avais 12 ans, il n'y a plus personne qui écoutait ça, ou à peu près, en tout cas avec gêne. Mais moi, j'aimais ça. Je me sentais comme à la messe en écoutant Passepartout. C'était comme un petit rituel où... C'était le lieu où j'étais bien, parce que ça me rappelait ce moment
de bienveillance, je Wow. dirais, là. Ouais. C'est beau quand même sur cette image-là qu'une émission peut être un safe space. Ouais, ouais. C'est ça, dans le fond? Oui, oui. Puis tu m'as saisi encore une fois quand tu dis j'avais l'impression que je te prenais dans mes bras. Et puis, je me souviens qu'au début de Passepartout, les pédagogues nous disaient il faut revenir à l'image de McLuhan qui dit il faut que la télévision ait des bras pour prendre les enfants. Et c'est ça qu'on veut qui se passe avec Passepartout. Et c'était un peu mon rôle, le personnage. Moi, je faisais moins de folie, mais j'étais plus dans l'expression des émotions et tout ça. Alors, ça a marché avec Caroline, en tout cas. Ben, c'est clair, c'est Mais clair. une mission accomplie, Marie, mais vraiment. Et les gens ne le savent peut-être pas, Marie, mais tu as poursuivi ce rôle-là d'une autre façon en étant art-thérapeute. Ben oui. Tu es vraiment allée chercher un diplôme à l'Université Concordia en maîtrise en art-thérapie, mais quelque part, c'est ce que tu faisais peut-être déjà à travers ton rôle de Passepartout. Oui. Ben, j'ai accompagné avec mon personnage de Passepartout, j'ai accompagné beaucoup d'enfants qui avaient le cancer et qui allaient vraiment pas bien. Et je me souviens qu'il y avait un oncologue, un vieux de la vieille, là, qui était là depuis longtemps et qui m'avait dit ben, t'as pas besoin d'aller faire cette maîtrise-là. Tu le sais déjà, tu le fais déjà. Tout ce que tu fais avec les enfants, c'est ça. Alors, j'avais dit, oui, mais pour moi, j'en ai besoin pour être capable de peut-être avoir un petit peu de distance parce que ça me bouleversait chaque fois, évidemment. Ça n'a pas vraiment réussi. La distance, non. Mais c'est quand même une partie de ton travail que tu as aimé faire. C'est-à-dire qu'on peut penser que c'est très... c'est assurément bouleversant d'aller suivre des enfants, mais en même temps, tu aimais ça, le faire. Oui, j'aimais ça parce que la minute où j'entrais dans la chambre avec l'enfant et que je commençais à jouer avec, pour moi, c'était pas un enfant malade. C'était un enfant qui jouait, qui avait toute son imagination, qui avait toute sa folie, toute sa créativité. Et c'est là qu'on allait. Et puis voilà. Et ça permettait donc à cet enfant-là de rester, justement, comme tu dis, un enfant. Puis c'est là où je trouve un des pouvoirs de l'art, c'est vraiment de pouvoir complètement s'évader. Puis un des aspects que j'aborde dans le livre, c'est la question, est-ce que l'art peut solidifier les liens dans une famille? Parce que, bon, il y a des questions de santé, il y a des questions économiques, il y a des questions politiques, mais je trouve vraiment que la bulle familiale est vraiment un endroit où on peut effectivement utiliser l'art pour se rapprocher les uns des autres. Je reviens à ton livre, Caroline, là où je me terre. Il y a beaucoup de questions, en fait, de ta mère qui t'amène à la bibliothèque. D'ailleurs, ta mère, au Chili, était éducatrice et faisait même du théâtre jeunesse. Oui. Et on n'avait pas d'argent à arriver à Montréal. Donc, les loisirs, c'était très difficile, ou à peu près, tout est payant. Et elle, rapidement, elle s'est revirée sur une scène, puis elle dit non, il faut trouver quelque chose pour que les enfants puissent sortir de la maison, s'évader, trouver un lieu. Et elle a appris que les bibliothèques étaient gratuites, donc on prenait l'autobus, puis chaque samedi, sans exception, beau temps, mauvais temps, on partait avec nos petits sacs à dos pleins de livres. Et c'était notre petit pèlerinage. Puis c'était la bibliothèque d'Hochelaga Maisonneuve, qui est immense, qui est magnifique. En ce moment, elle est en réparation, là. Mais je me souviens du lieu qui avait quelque chose de sacré. Tu sais, moi qui ai passé beaucoup de temps dans les églises, c'était la bibliothèque qui était le lieu sacré pour moi, qui était un endroit, tu sais, où on se tait. On ne pouvait pas parler si fort. Donc, il y avait des règles spéciales. Et là, dans la bibliothèque, il y avait souvent des animations, des films pour enfants, du théâtre pour enfants. Il y a toutes sortes de choses. Mais il y avait aussi les bibliothécaires qui, peu à peu, nous connaissaient et nous poussaient toujours. En tout cas, moi, là, je pense mon frère aussi, mais avaient compris ce qu'on lisait, ce qu'on aimait. Et chaque fois, il y avait un livre en dessous de leur comptoir. « Caroline, j'ai quelque chose pour toi. » Donc, c'est un livre un petit peu plus difficile que ceux auxquels j'étais habituée. Et donc, chaque fois, il me poussait, il m'élevait réellement, au sens premier. Il me prenait, puis il m'élevait un petit peu plus pour que je puisse avancer dans mes lectures. Donc, ils m'ont proposé toutes sortes de choses. Et chaque fois, je repartais avec ma quinzaine de bouquins, puis on les ramenait la semaine d'après. Donc, c'était quelque chose qui se perpétuait aussi à la maison. Il y avait la bibliothèque, le moment chéri qu'on passait à la bibliothèque, mais ensuite, à la maison, quand mes parents travaillaient ou étaient occupés, nous, on avait nos bouquins dans lesquels s'évader, dans lesquels imaginer des choses. Et ça a été le point de départ, je pense, pour beaucoup de créativité. Avec mon frère,
on écrivait, entre guillemets, là, des livres pour enfants très jeunes. On inventait toutes sortes d'histoires. On avait inventé une revue qui s'appelait Saperlipopette, tu sais, où on singeait les revues pour enfants. Donc, tu sais, il y a eu toute une créativité qui est partie à partir de ce moment-là d'aller à la bibliothèque municipale. Quand je lisais Là où je me terre, tu sais, il y a un parti pris très important où tu dis, moi, je suis du côté des humiliés. Tu sais, je veux raconter cette histoire-là. Puis moi, peut-être une des peurs que j'avais avec Service essentiel, c'est de me dire, OK, c'est-tu trop privilégié cette affaire-là? Tu sais, je fais la promotion de la culture, mais parfois des gens vont dire, oui, mais si on a moins d'argent, puis est-ce que je sais pas comment l'articuler, mais est-ce que quand on parle de promotion de la culture, c'est peut-être pour des privilégiés ou à ton avis, au contraire, ça s'adresse à toutes les classes? Bien, ça devrait s'adresser à toutes les classes, mais la sociologue en moi, c'est sûr qu'elle dit, même si c'est gratuit, il y a d'autres types de richesses, disons, qui sont différentes. Ma mère, elle avait cette conscience de l'importance de l'école, de l'importance de la lecture, de l'importance de l'écriture, de l'importance du développement langagier chez les enfants parce qu'elle était éducatrice. Mais c'est pas tout le monde qui a reçu cet héritage-là. Donc, même si c'est gratuit, ça passe sous le radar. C'est comme dans l'angle mort. On voit l'édifice, on sait pas c'est quoi, puis on a l'impression que c'est pas pour nous. Donc, il faut aller chercher ces gens-là. Il faut pas s'attendre à ce que ces gens-là se pointe à la bibliothèque, ça peut être extrêmement intimidant. Ou même le théâtre qui est gratuit, ça peut être extrêmement intimidant. Donc, il faut vraiment aller les chercher, les tirer et dire venez, parce qu'une fois que l'étincelle est là dans les yeux des enfants, elle s'en va pas. Ils s'accrochent à ça. Je pense que tu as absolument raison. Moi, j'ai donné beaucoup d'ateliers dans Hochelaga Maisonneuve et c'était avec des gens très défavorisés, non seulement économiquement, mais culturellement. Et il fallait les amener, mais je me suis fait un devoir de dire, bon, venez-vous-en. Je les prenais par la main et c'était des mamans, là, c'était des jeunes mères. Donc, c'était pas auprès des enfants que tu faisais l'intervention, c'était vraiment auprès des mères. Comme dit Caroline, si sa mère avait pas eu cette conscience-là, il serait pas allé à la bibliothèque. Alors, je me dis, faut passer par les parents. Donc, j'amenais les mères à la bibliothèque. Je leur faisais réaliser souvent la Maison de la Culture et attenante à la bibliothèque. Alors, c'est là que tu as des spectacles gratuits, que tu as, tu sais, toutes sortes des expositions. Et là, je leur faisais réaliser, ben non, tu es capable. Mais elles étaient très gênées, très, très intimidées. Je ne serais pas capable. Je vais avoir l'air fou. Tu sais, ils savent pas comment se comporter dans un lieu comme ça parce elles n'y sont jamais allées. Voilà. Donc, ça prend parfois quelqu'un qui t'amène, qui te prend par la main. En fait, quelqu'un de bienveillant, qui t'a confiance, qui va t'amener par la main. Ça prend passe-partout. Oui, mais là, ça fait beaucoup. Mais c'est il y a d'autres passe-partout, tu sais, un peu partout sur la Terre. Oui, tout à fait. Puis, c'est ça, encore une fois, là, on parle de ton expérience comme enfant, mais comme mère, aujourd'hui, est-ce que tu recrées ces comportements-là avec tes enfants? C'est clair. Mes enfants, ils ont des piles de livres partout. Je dirais même un point tel, quand mes enfants se font mal, mettons, ils tombent, puis ils ont un bobo, puis ils pleurent, puis ils savent que c'est rien, mais ils sont en panique, mettons. Ils disent « Je veux un livre! » Parce que c'est leur lieu de sécurité. Donc, on se met à lire, puis ils savent que ça les calme. Donc, il y a eu cette passation-là, je dirais. Mais c'est super intéressant, puis ça peut ne pas sembler scientifique et seulement sur le ressenti, mais c'est prouvé scientifiquement que c'est une des activités qui calme le plus les gens, au-delà de la marche, alors qu'on a tous le réflexe de dire « Je vais aller prendre une marche pour décompresser », mais lire, c'est fou l'effet que ça a sur notre système nerveux. Quand j'ai lu ça dans ton livre, j'en revenais pas. C'est prouvé, ça. Oui, parce que souvent, c'est des choses qu'on ressent. On dit, je sais que ça me fait du bien, mais ça doit être juste psychologique. Mais non, ça a des véritables impacts. Puis d'où aussi l'importance de la lecture à voix haute. C'est un des domaines qui a été les plus étudiés. Puis souvent, on va faire la lecture à voix haute à nos enfants jusqu'à temps qu'ils sachent lire. Puis là, on arrête. Alors qu'on devrait continuer à faire ça. Je sais que tu le faisais même avec les mamans que tu accompagnais. Oui, je commençais chaque atelier avec la lecture d'un conte que j'avais choisi. Et je leur demandais, à la fin d'une série de 8 ou 10 ateliers, bon, les contes, qu'est-ce que vous en pensez? Avez-vous trouvé ça trop bébé? Non, on aime ça, ça nous fait du bien. Puis je le voyais dans leurs yeux. Il y a un silence, il y a une paix qui s'installait. Et c'était vraiment pour les aider à couper
de leur quotidien, de leur réalité, Oui. pour être ouverte à un monde de l'imaginaire où tout est possible, à un monde de la création. Et ça marchait. Oui. Ça fonctionne vraiment. Mais tu sais, moi, j'ai pas de prétention scientifique, là. Mais je peux te dire que ça marche. Comme prof de sociologie, quand j'enseigne, il y a toujours un moment à la fin de mes cours, je garde 15 minutes où je choisis un livre au début de la session et je lis chapitre par chapitre à chaque cours, à voix haute. Et eux, les étudiants, les étudiantes ne l'achètent pas. Je leur dis, vous n'êtes pas obligés de... Il y en a qui l'achètent. Mais je leur dis, c'est le moment de la messe. C'est-à-dire, on ferme tout, le cours est fini et je vous lis le livre. Puis ils disent toujours, mais est-ce qu'il y a quelque chose à faire? Je dis, non, faites juste écouter. Puis au début, il y a un moment où c'est un peu étrange. Je dirais les premiers cours où les étudiants et les étudiantes me regardent. Qu'est-ce qu'on fait là? On est en train d'écouter quelqu'un lire. Mais très rapidement, il y en a beaucoup pour qui c'est leur moment préféré parce qu'ils ont 17-18 ans puis il n'y a plus personne qui leur fait la lecture. Et il y a un art à apprendre à lire à voix haute. Je pense que quand on est parent puis on lit aux enfants, on l'acquiert très rapidement. Et donc, les étudiants et les étudiantes ferment les yeux, ils écoutent et après ça, je dis, allez en paix. Puis ils s'en vont calmes, apaisés, mais c'est toujours évidemment des livres qui ont une portée, qui ont un lien avec mes cours, mais peu importe. Mais j'aime ça aussi, comme tu dis, il n'y a pas un examen par la suite, il y a une gratuité pédagogique. Là. Je veux dire, on le fait juste pour le plaisir, ils vont en retenir quelque chose, mais il n'y a pas une question qui s'ensuit. Puis il y a ça souvent dans le domaine de l'éducation, c'est que quand il y a une lecture, ensuite, il y a un questionnaire. Puis si tu veux ne pas donner le goût de la lecture à quelqu'un, utilise cette méthode-là, là, parce que c'est ça, dès que ça devient un examen, tu lis pas du tout de la même façon. C'est ça, t'es pas dans une attitude de réception. Donc, c'est donc même beau, cette histoire-là. Je trouve ça super. Ils aiment ça. Puis moi, je vois mes grands gaillards jouer de hockey avec leurs calottes. Ils ont 18 ans, puis ils ferment les yeux. Puis merci, madame. Ils aiment vraiment ça. C'est beau, Caroline. C'est vraiment touchant. Puis ça me fait penser un peu, récemment, Caroline, t'as annoncé sur ta page Facebook que tu traverses un cancer présentement. Est-ce que tu peux nous parler un peu de cette situation-là? Puis la raison pour laquelle je fais un lien, c'est vraiment parce que tu remercies des gens dans ce statut-là où tu dis qu'il y a une amie qui s'est mise à enregistrer des livres audio que pour toi, pour t'accompagner là-dedans. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ça? Ça m'a frappée, j'imagine, comme à peu près tous les cancers. Là, on s'y attend pas. Bing, bang, tout d'un coup, j'avais des douleurs. Puis bref, on a découvert que c'était un cancer des os assez rare, très agressif, très douloureux aussi. Donc, j'ai beaucoup de médication, mais il y a des moments, des pics de douleur très intenses. Et quand je l'ai annoncé à mes amis, évidemment, tout le monde s'est effondré, mais très rapidement, mes amis sont... Je sais pas comment le dire. Dans la vie, je l'ai dit, là, c'est mon super pouvoir, je pense, de m'entourer de gens extraordinaires. Et rapidement, mes amis ils sont mis en mode action et chacune à leur façon, a trouvé des façons qui leur sont propres de m'aider. Et cette amie-là, je vais la nommer, même si elle est timide, elle s'appelle Jennifer Bélanger, qui est l'autrice de Menthol, qui est paru aux éditions Héliotrope. Et elle m'a dit, moi, je lui ai demandé, as-tu ce livre-là qui s'appelle « Journal d'un cancer » en français? Je ne le trouvais pas. Elle m'a dit, oui, je l'ai, mais avant de te le prêter, en fait, je vais te le lire. Tu sais. Et elle m'envoie par chapitre par chapitre. Et elle lit pendant 1 heure et demie de temps. Et moi, quand j'ai des moments de douleur où c'est difficile de lire, je mets mes écouteurs. Et là, j'ai la voix de mon amie que j'aime, qui m'apaise, me lire un livre. Sincèrement, c'est une des expériences les plus touchantes que j'ai eues. Et elle n'arrête pas. C'est sa voix, mais c'est pas juste sa voix. Elle trébuche sur des mots. Des fois, elle se met à rire. Des fois, elle a des lapsus. Des fois, elle se trompe de page. Et donc, il y a de l'humour aussi. Et je retrouve mon amie. Donc, c'est vivant. Exactement. C'est pas un livre audio. Je veux dire, les livres audio, c'est génial, mais c'est pas un livre audio lu par une comédienne qui est parfait. Il est complètement imparfait, mais c'est ça qui fait sa beauté aussi. Donc, moi, je me retrouve, puis elle me dit, moi, je la rends juste de mon lit. Puis moi, quand je suis en douleur, je suis dans mon lit. Fait que c'est de son lit à mon lit. On est rejointes comme ça. Et quand je l'ai dit à des amis, mais il y en a plein qui m'ont dit, mais moi aussi, je vais le faire, moi aussi. Et donc, j'ai plein d'amis qui vont s'y mettre maintenant à me faire la lecture. J'aime Jennifer. Oui. Je l'aime, cette fille-là. Je la connais pas, mais je trouve ça merveilleux. C'est magnifique. C'est vraiment un don incroyable. Est-ce que tu réfléchis un peu dans tes stratégies? Parce que, comme tu dis, il y a beaucoup de médication, mais est-ce que tu as l'impression que la culture va faire partie de ta guérison? C'est clair. Juste maintenant, c'est sûr que c'est difficile de me déplacer et tout ça, mais tu sais, j'ai beaucoup d'offres à cause du livre. Je ne dis oui qu'aux choses culturelles qui m'intéressent et qui
qui vont m'enlever d'énergie, mais qui m'en redonnent en même temps autant, sinon plus. Donc, ça, déjà, là, ça fait partie. Les livres que je lis, j'ai toujours ma pile de bouquins, puis quand je vais moins bien, ben, je lis des BD ou je lis de la poésie qui, des fois, permet de lire juste 1 ou 2 pages et c'est suffisant. Puis quand je vais mieux, ben là, je me lance dans des romans plus complexes, mettons. Oui. Et avec mes enfants, nos moments privilégiés en ce moment, tu sais, moi, j'étais une mère très active. Je jouais à la tag, j'ai ma trottinette, puis je pars en trottinette avec mon gars, puis là, je peux pas faire ces choses-là. Donc, j'ai toujours lu avec eux, mais en ce moment, la lecture, c'est nos moments privilégiés. Et chaque matin, ce qu'on fait avec mon chum, quand je vais mieux, je me lève, je déjeune et je prends un des 2, j'en ai 2 enfants, je prends un des 2 à tour de rôle. Et chaque matin, on a à peu près 1 heure de lecture et de moments ensemble, juste tous les 2 où on lit. Mais on ne le dit pas pendant 1 heure, on niaise, on se colle, on rit, on rigole. Mais le liant, le ciment qui est entre nous 2, c'est le livre. Mais c'est ça dans l'idée de est-ce que ça peut solidifier une famille? C'est exactement ça, parce que moi, je veux tellement pas avoir l'air moralisatrice de dire faut lire des livres à vos enfants tous les jours. Si vous le faites pas, vous êtes des mauvais parents. C'est pas ça. Mais c'est plutôt que de le voir comme un moment obligatoire. C'est comme tu dis, on fait pas juste lire, là, on rigole, on se touche. Je me rappelle quand on s'était parlé, Marie, tu me disais, tu sais, juste dans les beaux malaises, le moment où toute la famille se met à danser. Oui. Tu sais, des niaiseries qu'on fait juste avec notre famille, là, mais danser, ça peut être un moment culturel. Ça, c'est un moment extraordinaire dans les beaux malaises, et tu as raison, c'est de la danse. Mais il n'y a personne qui va devenir danseur professionnel, là. Non. C'est pas de ça qu'il s'agit, là, tu sais. Mais quand tu parles de lire à ses enfants, ça a été aussi difficile que d'amener des mères à la bibliothèque. Parce qu'elles disent toutes, oui, mais vous lisez bien. Moi, tu sais, puis souvent, c'est vrai qu'elles sont presque analphabètes, là, tu sais. C'est pas fluide, elles lisent pas bien. Mais je leur disais, c'est pas important, ça. L'important, c'est votre voix, la voix de ta maman, c'est la voix de ta maman. Il n'y a pas d'autre voix comme ça. Et vous êtes le moment de présence que vous passez, même si c'est 10 minutes avec votre enfant, c'est un moment inoubliable qui peut être comme une base de ciment dans sa vie. Alors, il y a un lien affectif qui est tellement fort, puis après ça, il y a plein d'autres bienfaits. On dit que c'est comme l'équivalent d'avoir une petite baguette magique, mais surtout en cette ère d'écran. Juste le fait de se concentrer sur une histoire, ça fait développer des liens neuronaux dans le cerveau, puis je me perdrai pas là-dedans parce que c'est un peu de charabia, mais c'est étonnant les bienfaits d'un simple 10 minutes. Puis après, je pense que, tu sais, 10 minutes, c'est la base, mais une fois que tu y prends goût, puis que tes enfants y prennent goût, bien là, ça devient une espèce de rendez-vous. En tout cas, je n'ai que de bons mots pour cette habitude-là. Il y a un concept que j'essaie de mettre de l'avant, c'est les saines habitudes de vie culturelle. Puis là, je sais que ça sonne bien plate, mais tu sais, on sait tous comment prendre soin de notre santé physique, là, évidemment. Tu sais, il faut bien manger, il faut faire un peu d'activité. Moi, je me dis, si on veut garder un esprit sain dans un corps sain, comment on prend soin de notre esprit? Puis je pense que c'est beaucoup à travers notre consommation de culture. Puis dans de saines habitudes de vie culturelle, Marie, il y a un concept avec tes amis, ou plutôt que d'avoir un club de lecture, vous avez un club de cinéma. Est-ce que tu peux me parler un peu de... Les deux en plus. Oui, mais oui. On avait commencé ça avant la COVID, avant la pandémie, puis on s'est mis à trouver... Moi, j'ai toujours lu depuis que je suis au monde que je lis. Je peux pas imaginer la vie sans lire. Je me souviens même pas. Je pense que j'avais 2 mois, puis je lisais. Je sais que ça se peut pas, mais il me semble que j'ai toujours lu. Mais c'est le fun de partager, de discuter d'un livre. Puis c'est tellement excitant de voir que, tu sais, mettons un livre que moi j'adore, il y en a une autre qui va détester ça. Et là, qu'elle m'explique pourquoi elle a tant haï ça. Et là, ça devient passionné. Puis c'est vraiment excitant, là, tu sais. J'adore ça. Donc, c'est quoi? C'est une fois par mois? Comment vous fonctionnez? À peu près 1 fois par mois et demi. Okay. Ça dépend des périodes. Là, 1 mois et demi, 2 mois. Des fois, c'est au mois. Puis bon, en tout cas. Puis le cinéma, c'est la même chose. Puis des fois, on va au cinéma voir des films actuels, mais d'autres fois, on voit des films, des vieux films. Et c'est aussi passionnant. Donc, au-delà de juste regarder un film parce que tout le monde le fait, là, c'est vraiment de se dire, OK, je le regarde en me disant, après, je vais en parler. Oui. Il y a une rencontre, il y a un rendez-vous. Ça contredit un petit peu ce que tu as dit au sujet de l'examen après. Oui. La gratuité pédagogique. Mais là,
c'est intéressant aussi parce que tu lis autrement que juste consommer. Ouais. Tu sais. Je prends des notes. Alors, ça m'oblige à une réflexion aussi. Je me rends compte que la lecture va beaucoup plus creux, plus profond. Oui, C'est plus j'absorbe nourrissant. quelque chose Ouais. de plus que si c'était juste lire. C'est ce que fait mon chum. Comme j'ai dit, lui, il vient de la Suède, donc ses amis, il ne voit pas beaucoup. Puis quand il était jeune, il était beaucoup dans la musique et il a gardé tous ses vieux amis. Et ce qu'ils font, parce qu'ils habitent dans des villes différentes, tu sais, la vie a fait ça, ils se rejoignent une fois par mois sur Zoom ou Skype, ou je sais pas, peu importe, et ils écoutent de la musique ensemble. Ah. Et ils en parlent. Ils l'écoutent ensemble. Il y a quelque chose Wow. d'un peu fou dans leur idée. Et quand ils ont commencé, eux-mêmes trouvaient ça un peu drôle de faire ça, mais ils se font découvrir des chansons. Donc, ils sont ensemble, les 4, 5, 6, 7, 8, tu sais, je pense qu'ils sont une dizaine, mais c'est pas tout le monde qui peut à chaque fois. Donc, c'est à peu près 5 gars à chaque fois. Et il y en a un d'entre eux qui dit, ben moi, je voulais vous faire découvrir ça. Puis là, il met de la musique, puis ça peut être, je sais pas, de la musique classique. Et là, ensemble, ils l'écoutent en communion sans rien dire. Oh. Et ensuite, ils en parlent. Puis après ça, c'est le tour d'un autre. Oh, moi, ça me fait penser à telle musique rock. Et, tu sais, puis c'est un peu des nerds de la musique. Là, donc, ils en parlent avec des mots que moi, je ne connais pas. Mais c'est comme l'équivalent d'un club de lecture, mais où ils écoutent de la musique ensemble. Puis je trouve qu'il y a quelque chose de magnifique dans ce partage-là d'hommes d'âge mûr qui se rejoignent pour écouter de la petite musique On ensemble. dirait que j'imagine l'image dans le sous-sol de leurs parents, là, Oui, qui faisaient il y a ado, quelque dans le fond. chose. Hein, Exact. Mais là, ils sont pères, fait qu'ils sont dans le sous-sol pour pas que les enfants les dérangent. Ouais. Puis c'est important parce que on se donne un rendez-vous pour le faire. Tu sais, c'est ça, moi, ma peur, souvent, je trouve que c'est avec tout ce qui est culturel, c'est qu'on se dit, à la fin de la semaine, s'il me reste un petit peu de temps, je ferai ça. Tu sais, parce que, ben, la vie étant ce qu'elle est, je travaille, j'ai des obligations. Mais je me dis, si on ramène ça comme un rendez-vous, tu sais, comme aller au gym, t'as un cours de spinning, c'est à cette heure-là. Ben, ça, ce rendez-vous-là avec des amis, le club de lecture, c'est une façon de s'assurer qu'on garde les bienfaits. Parce que c'est trop facile de le laisser tomber. Puis à un moment donné, tu te dis, voyons, ça fait combien de temps que je peux aller au cinéma, tu sais? Ouais. Puis pourtant, c'est quelque chose qui me fait profondément du bien. Fait que je me dis, c'est juste le changement de paradigme de dire, Il y a des gens qui prennent des abonnements au théâtre pour ça. Oui. Aussi. Mais exactement parce que c'est un rendez-vous. Puis quand tu sors de là, tu le sais que ça te fait du bien, mais c'est trop facile de l'oublier parce qu'on le prend pour acquis. Donc moi, c'est ce que j'espère que les gens vont moins le prendre pour acquis ou en tout cas vont prendre conscience, en fait, à quel point ça peut nous faire du bien. Puis dans l'essai, j'y vais de quelques prescriptions parce que j'aime ça sous forme de défi. Puis je sais pas si ça peut s'appliquer à toi, Caroline, mais je parle d'automédication musicale. Ce que je propose aux gens, c'est de faire des playlists de musique puis de vraiment prendre le temps d'écouter chaque chanson en disant qu'est-ce que cette chanson-là me fait. Puis je sais que dans les prochaines semaines, tu vas avoir beaucoup de défis puis beaucoup de temps aussi à passer à l'hôpital. Puis si tu veux faire cet exercice-là, je me dis ça pourrait être intéressant d'avoir ta playlist qui est OK, cette journée-là, j'ai besoin de courage. Puis d'un autre côté, j'ai une playlist qui me permet de brailler ma vie parce que des fois, on a besoin de brailler notre vie. Tu sais. Puis la musique peut être un accélérateur de ça. Tu sais, moi, je connais pas beaucoup la musique, mais j'ai pensé, parce que beaucoup d'amis qui sont, on sait pas quoi faire. Puis j'ai beaucoup d'amis qui trippent sur la musique et je me suis dit, je pense que je vais leur demander des playlists. Des playlists genre avec un thème. J'ai mal. Tu sais, fais-moi une playlist ou une playlist genre je suis triste, et une playlist de je suis enragée. Oui, puis une playlist de je veux, tu sais, reprendre goût à la vie et donc demander à chacun de mes amis de faire quelque chose là-dedans. Ou ça peut être des playlists contributives aussi, tu sais, où chacun... tout le monde vient faire son ajout. C'est une super bonne idée. Puis dans le fond, l'important, c'est vraiment que toi, tu prennes le temps d'écouter chacune des chansons puis te dire, OK, ça me fait ça pour qu'après, sur mesure, tu puisses aller chercher l'état dont tu as besoin. Parce que... Je me souviens quand ma mère est morte, j'avais 32 ans, elle est morte d'un cancer, et je l'adorais. Alors, j'ai pensé, je ne survivrai pas. Je ne pourrais pas vivre sans qu'elle soit sur la terre. Bon. Et tous les soirs, pendant, je pense, 2 mois, quand mon chum était couché, j'allais mettre Éric Satie. Puis c'était comme obsessif. Et tous les soirs, la musique partait, je pleurais. Je pleurais. Ça finissait. Des fois, je le remettais en boucle jusqu'à temps que j'ai fini de pleurer. J'allais me coucher. Et comme ça, tous les soirs. Mon chum pensait que j'étais folle, c'est sûr. J'étais peut-être folle. Mais complètement. J'étais probablement un peu folle à ce moment-là, mais j'avais besoin de ça. Ça m'a fait me vider de toutes mes larmes. Puis après, j'ai été capable de faire, bon, OK.
Je peux passer à autre chose. Je suis Et en vie, maintenant, moi. ouais. Oui. Maintenant, quand tu écoutes Éric Satie, ça te fait quoi? Est-ce que ça te ramène à cet Ça- état-là? Ou... Ça me fait plus pleurer. Ah, ah. Mais ça me ramène à cet état-là d'une certaine façon. Oui. À cette époque-là. À cette C'est ça. époque-là. C'est oui. comme un voyage dans Oui, le temps. c'est un voyage. Mais c'est très intéressant parce que des fois aussi, on peut être tenté de tricher un peu. C'est-à-dire que quand tu es triste, tu vas essayer d'écouter de la musique qui va te rendre joyeux. Oui. Puis moi, je pense que il faut Pas pas... la bonne chose, non, c'est non. ça. Je pense que des fois, il y a des trucs qui ont besoin d'être purgés. Moi aussi, j'ai ma playlist que j'appelle La fin du monde. C'est pas du tout dramatique. Puis j'écoute, quand j'ai besoin de pleurer, c'est ce que j'écoute. Puis j'en parlais à un ami le lendemain, puis il dit, crime, la prochaine fois, appelle-moi, là, tu sais, plutôt que de faire ça. Il y a genre le répondeur de Dédé Fortin là-dessus, tu sais. Puis j'ai dit, mais c'est pas ça que j'avais besoin à ce moment-là, tu sais. Il J'avais fallait besoin que je de pleure. pleurer. Mais c'est tellement vrai. Les gens ont tellement peur de ça. Mhm. La tristesse. Ah, ben là, faut pas que tu sois triste. Je vais t'appeler. On va sortir. Non. J'ai besoin d'être triste. Ouais. Puis de l'assumer, puis que ça Gros sorte. triste, là, Ouais. foncé. Tu sais? On dirait que là, c'est Passe-Partout qui me l'a dit, là. Gros triste foncé. Mais c'est vrai, c'est ça. Puis il faut pas avoir peur d'aller là. Puis en même temps, il y a personne qui est gêné d'être heureux. Pourquoi il faudrait qu'on soit gêné d'être triste? Ben, parce que ça dérange Ouais. les autres. Ça dérange quelqu'un qui est triste, quelqu'un qui est en colère. C'est pas beau, c'est pas fin, c'est pas agréable. Ouais. Je suis quelqu'un qui pleure beaucoup, mais ça passe rapidement. Tu sais, je vais pleurer 5 minutes, puis tu sais, après ça, plouc, je suis correcte. Donc, je reste pas collée dans mes sentiments. Donc, quand, mettons, j'ai eu l'annonce du cancer, j'ai pas été dans la colère. J'ai été, oui, dans la tristesse, mais très rapidement, j'ai vu tout le spectre de ce qui pouvait se passer. Puis je me suis dit, ben, à la fin, il y a la mort. Puis c'est la seule affaire que je veux pas. Parce que moi, je veux voir mes enfants grandir. Tout le reste, là, perdre mes cheveux, parce qu'ils vont peut-être m'amputer, donc perdre une jambe, être en chaise roulante. Hey, je suis capable, là, entre être en chaise roulante ou perdre ma vie, le choix est très simple. T'sais. Donc, je me suis dit, si ma limite, c'est pas mourir, ben, elle est loin, cette limite-là. Avec tout le reste, je suis correcte. Fait que je vais me battre pour ça, pas pour le reste. Là. Je ne veux pas être triste à chaque fois que on me coupe la jambe, mon Dieu, que vais-je faire? C'est la vie. Je vais avoir une jambe en moins. J'ai passé 41 ans avec 2 jambes. C'est correct. Comment tu fais? Je ne sais pas, mais fait que c'est là ma limite. Fait que c'est là que je focus aussi beaucoup en me disant, mon but, c'est de ne pas mourir. Fait que, tu sais, je suis correcte à date. Je ne meurs pas pantoute. Est-ce que parce que c'est très pragmatique ce que tu dis, puis ça fait beaucoup de sens. Là. Puis en même temps, de l'autre côté, comme Marie, je dis, mon Dieu, mais comment tu fais? Est-ce que ça vient de tes parents? Est-ce que tu penses que c'est ce parcours-là d'immigrant de let's go? Ma mère, elle, je ne veux pas me dire, mais elle se vautre dans la tristesse, je dirais. Oh non, un point tel que quand j'ai eu le cancer, mettons, il a fallu que je dise à mes frères, là, faut que vous fassiez quelque chose. Je peux pas comme gérer ma peine puis celle de maman en même temps. Puis là, les 2 gars, ils ont dit, OK, t'en occupes plus, on va s'occuper de maman. Donc, non. Ensuite, mon père, lui, les sentiments, c'est un monsieur latino, donc il se ferme beaucoup aux sentiments négatifs. Il n'aime pas ça du tout. Donc, je ne sais pas d'où ça vient. Je ne sais pas. Ben, ça vient de toi. Peut-être, je ne sais pas. Ça vient de moi. Mais il y a aussi, je pense, comme écrivaine, les sentiments, il y a beaucoup la narration qu'on se fait de ce qui nous arrive. C'est vrai. Important. C'est vrai. Et moi, quand ça c'est arrivé, je me suis dit, ben, c'est pas arrivé à mes enfants, c'est pas arrivé à mon chum, c'est pas arrivé à mes parents. Et pour vrai, je pense que ça aurait été... Tu sais, mettons, si ma mère avait attrapé ce cancer-là, elle a 70 ans, là, elle est beaucoup plus fragile que moi physiquement, elle y serait passée probablement. Fait que je me dis, c'est comme si la foudre avait frappé ma famille, ben, qu'elle tombe sur moi, c'est la meilleure des choses. Parce que toutes les autres, ça aurait été un cas beaucoup plus grave. Fait que je me dis, ben, je vais prendre le coup. Tu sais. Puis ça, c'est la narration que je me fais chaque jour. De me dire... Hey, quelle chance que ce soit tombé sur moi plutôt que, tu sais, sur mes enfants. Et là, je touche du bois vraiment. Quelle chance que ce soit tombé sur moi plutôt que sur mon chum, qui n'a pas son réseau ici, qui n'a pas sa famille, qui n'a pas ses amis. Quelle chance que ce soit pas tombé, tu sais, sur mon frère, qui a déjà, tu sais, beaucoup de choses dans sa vie qui sont plus compliquées. Là, je me dis, moi, j'ai un réseau. Mon chum est médecin. Tu sais, je suis chanceuse dans tout ça. Donc, je pense qu'il y a beaucoup dans la narration qu'on se fait des choses. Ça aide.